La plupart des gens pensent qu'explorer l'univers est une grande aventure, presque romantique. Mais la vérité est que chaque planète qui tourne autour du Soleil a un piège physique prêt à anéantir tout espoir humain de survie. C'est presque fou de penser qu'une promenade sur Mars ou un voyage vers Jupiter pourrait être facile. L'espace n'a aucune pitié, et savoir comment vous rendriez l'âme sur chaque planète est un rappel brutal de notre petitesse face aux dures règles de la physique. Pourtant, c'est exactement dans cet immense risque que réside la grande récompense. Savoir en détail comment Vénus fait fondre le métal, comment Mercure grille les appareils électroniques en quelques minutes, ou comment Neptune crée des ouragans ultra rapides, nous fait prendre conscience de la valeur de chaque nouvelle pièce de technologie qui tente de plier les règles de la nature. C'est étrange, mais voir le pire qui pourrait arriver nous montre où nous faisons bien les choses et où nous restons faibles. S'il y a une chose dont tout explorateur devrait être curieux, c'est ceci. Découvrir ou mourir sur des planètes lointaines n'est pas un échec, mais un indice pour savoir à quoi ressemblerait la vie sur une autre planète, ou peut-être comment rester en vie sur d'autres planètes à l'avenir. Restez jusqu'à la fin, car dans quelques minutes, vous aurez une perspective qui transforme chaque petite lumière dans le ciel en un rappel. Ce n'est pas l'univers qui est cruel, c'est nous qui tâtonnons encore pour mériter de l'explorer. En 1982, la mission Venera 13 est devenue un véritable tournant dans l'histoire de l'exploration spatiale. Pour tout astronome étudiant les atmosphères extrêmes, Vénus est un exemple saisissant de ce qui se passe lorsque l'effet de serre échappe complètement à tout contrôle. La pression atmosphérique à la surface atteint environ 92 bars. C'est comme la pression d'une colonne d'eau de 900 mètres de profondeur ici sur Terre. Martin Rees souligne souvent comment cela fait de Vénus un laboratoire naturel pour tester jusqu'où la physique des matériaux peut être poussée avant qu'ils ne se brisent inévitablement. La Venera 13 a été construite pour résister à cette pression écrasante, plus des températures d'environ 470 degrés Celsius, suffisamment chaudes pour faire fondre le plomb et l'aluminium en quelques minutes. La coque de la sonde utilisait des alliages de titane et d'acier inoxydable, mélangés à des couches d'isolation thermique céramique, essayant de ralentir le flux de chaleur à l'intérieur. Brian Cox, en parlant de missions comme celle-ci, dit que pour comprendre comment survivre sur d'autres planètes avec des environnements aussi hostiles, nous devons maîtriser les techniques de protection thermique et chimique à une échelle presque militaire. La sonde transportait également des instruments qui ont été construits pour résister non seulement à la chaleur, mais aussi à la corrosion constante des nuages d'acide sulfurique. Au cours de ces 127 minutes d'opération, la Venera 13 a collecté des échantillons de sol vénusien, a pris des photos panoramiques à basse résolution et a envoyé des données cruciales sur la composition atmosphérique. Beaucoup de dioxyde de carbone, d'azote et des traces de composés soufrés. Ces enregistrements sont encore utilisés aujourd'hui dans les modèles de simulation climatique qui tentent de déterminer à quoi ressemblerait la vie sur une autre planète. Si seulement nous pouvions reproduire des technologies fiables de boucliers thermiques et de pressurisation. L'exploit de la Venera 13 reste un rappel que, bien que nous ayons fait atterrir des machines là où les humains ne pourraient pas marcher, l'idée d'envoyer des personnes nécessite encore un grand bond en ingénierie, surtout si nous voulons étendre l'idée de ce que serait la vie sur d'autres planètes sans une mort instantanée dans des endroits comme Vénus. Toute tentative d'imaginer un humain marchant sur Vénus est, pratiquement, impossible. Mais c'est une idée qui fait réfléchir de nombreux scientifiques planétaires. La pression atmosphérique à la surface de Vénus est environ 90 fois supérieure à celle de la Terre. C'est comme, selon Luke Barnes, plonger à près de 1000 mètres de profondeur dans l'océan sans aucun équipement spécial. Un corps humain, composé principalement d'espace rempli d'air, serait instantanément écrasé
par l'énorme différence de pression. Cela entraînerait une mort rapide sur des planètes comme Vénus, en quelques secondes seulement, avant même que la chaleur ou l'acide sulfurique ne puissent agir. Et même si nous avions une combinaison de survie aussi résistante que la sonde Venera 13, la situation resterait incroyablement hostile. Le bouclier thermique devrait agir comme un réacteur de confinement, gérant des températures moyennes de 470 degrés Celsius, tout en maintenant une différence de température interne de plus de 400 degrés. Brian Cox a déclaré que les combinaisons spatiales ordinaires, comme celle de la Station spatiale internationale, ne sont même pas près de pouvoir gérer de telles différences de température extrêmes. Cela montre l'énorme fossé technologique entre ce que nous pouvons imaginer vivre hors de la Terre et le fait de le réaliser réellement. De plus, la partie chimique est brutale. L'acide sulfurique dans les nuages de Vénus corrode les métaux et les plastiques en quelques minutes seulement. Pour ralentir cette destruction, il faudrait des couches extérieures de matériaux céramiques et d'alliages spéciaux capables de supporter une forte corrosion. Cela rendrait la combinaison si lourde et rigide que vous ne pourriez pas beaucoup bouger. En d'autres termes, chaque pas exigerait plus de force et d'énergie que ce qu'un corps humain pourrait supporter longtemps. Ainsi, le rêve de découvrir ce que serait de vivre hors de la Terre se heurte à une dure réalité physique, où même la meilleure protection n'est que temporaire contre la pression, la chaleur et les produits chimiques toxiques de Vénus. Quand on regarde Vénus du point de vue de la science de la chaleur, on voit les limites réelles de ce que l'ingénierie humaine peut supporter. Martin Rees souligne souvent que le mélange de haute pression et de chaleur extrême crée un piège énergétique presque parfait. Toute tentative de se débarrasser de la chaleur à l'intérieur d'une combinaison devient inutile lorsque l'environnement émet plus de chaleur que nous ne pouvons en dissiper. La température moyenne d'environ 470 degrés Celsius fait de Vénus la planète la plus chaude de notre système solaire, même plus chaude que Mercure, qui est plus proche du Soleil mais n'a pas d'atmosphère dense. La physique du refroidissement par évaporation, courante dans les systèmes de survie de la Station spatiale internationale, échouerait presque immédiatement. Brian Cox explique que lorsque la différence de chaleur entre un corps humain protégé et l'environnement extérieur est si grande, le moindre problème d'isolation entraîne une augmentation considérable de la température interne. Ceci, décrit dans la physique du transfert de chaleur, signifie que l'astronaute s'évanouirait rapidement de chaleur. La capacité du corps à réguler sa température céderait simplement. Ainsi, même une combinaison spatiale avec de nombreuses couches de carbure de silicium, des plaques de titane et des couches céramiques ne durerait pas éternellement. Le système de refroidissement étant défaillant, la corrosion de l'acide sulfurique agit comme un second bourreau. L'extérieur de la combinaison se fissure, créant des trous qui permettent aux matériaux intérieurs d'entrer encore plus en contact avec l'atmosphère vénéneuse. En moins de 20 minutes, la mort devient inévitable, démontrant clairement que survivre sur d'autres planètes comme Vénus nécessite une technologie qui relève encore plus du domaine des idées que de ce que nous pouvons réellement réaliser. Pour tout explorateur spatial, cette prise de conscience est un rappel de la mortalité que représente le fait de penser à la façon dont on mourrait sur chaque planète, sans considérer les règles fondamentales de la physique et de la chimie. Mercure est, sans aucun doute, l'un des exemples les plus extrêmes de ce que serait la vie si quelqu'un osait vivre sur un corps céleste sans atmosphère protectrice. Pour les astronomes, c'est pratiquement un laboratoire de physique thermique en plein air, où l'absence d'atmosphère expose directement la surface rocheuse à des changements de température brusques. Brian Cox souligne souvent que pendant la journée mercurienne, les températures grimpent bien au-delà de 420 degrés Celsius, tandis que la nuit, elles chutent en dessous de moins 170 degrés. Cette variation brutale montre comment le rayonnement solaire, sans aucun filtre,
domine le cycle énergétique de la planète. Le rayonnement solaire sur Mercure atteint des niveaux si intenses que les systèmes électroniques d'une sonde ou d'une combinaison spatiale seraient rapidement dépassés. Martin Rees signale que pour maintenir les instruments en fonctionnement lors d'une mission sur Mercure, il faudrait des boucliers de rayonnement et des réflecteurs solaires capables de dévier une partie de cette énergie. Imaginez maintenant un astronaute exposé à cet environnement, même protégé par des couches de métal aux propriétés réfléchissantes. Le rayonnement ionisant traverserait la structure et endommagerait les cellules, les tissus et les systèmes électroniques vitaux. C'est le pire scénario de ce que serait la survie sur d'autres planètes si près du Soleil. Un autre détail crucial est la période de rotation de Mercure, qui fait qu'une journée complète dure l'équivalent de 176 jours terrestres. Cela signifie qu'un explorateur piégé à la surface serait exposé à des jours de rayonnement mortel et à des nuits de froid absolu. Comme le souligne Luke Barnes, il est impossible de se maintenir au chaud ou de dissiper efficacement la chaleur sans atmosphère. En quelques minutes, les systèmes tomberaient en panne, rendant impossible tout abri improvisé. Pour quiconque s'intéresse aux planètes, Mercure est un rappel que la distance au Soleil n'est pas le seul facteur déterminant la mortalité d'une planète. L'absence de protection atmosphérique transforme la surface en un piège radiatif. Pour de nombreux astronomes, Mars est notre meilleure chance pour que les humains vivent au-delà de la Terre. Brian Cox dit que Mars est comme un désert rouge gelé. C'est un endroit où les roches et l'air mince forment un paysage qui semble en quelque sorte familier, mais qui est aussi super difficile. La température diurne, près du centre de la planète, peut atteindre un surprenant 21 degrés Celsius. Mais la nuit, elle descend à environ moins 70 degrés. Cela montre à quelle vitesse la chaleur change sans air dense pour retenir l'énergie. Cette grande variation de température rend très difficile de garder nos espaces habitables chauds et à l'abri des radiations. Et en parlant de radiation, Luke Barnes nous dit que, comme Mars n'a pas de champ magnétique puissant, la surface reçoit environ 20 fois plus de radiation spatiale que la Terre. Donc, une combinaison spatiale sur Mars aurait besoin de couches spéciales à l'intérieur, comme du Kevlar et des matériaux plastiques sophistiqués, pour empêcher ces particules nocives de passer. Mais même avec toute cette protection supplémentaire, être exposé trop longtemps peut affecter votre cerveau et la circulation de votre sang. Donc, si vous envisagez de vivre sur Mars, vous devez vous rappeler que s'y installer nécessitera non seulement une technologie super robuste, mais aussi de nouvelles façons de nous protéger des radiations. Une autre chose qui fait se gratter la tête des scientifiques est la gravité de Mars. Elle n'est qu'environ 38% de ce que nous avons ici sur Terre. Martin Rees souligne que, bien qu'une gravité plus faible facilite le mouvement, elle affecte également vos muscles, vos os et vos fluides corporels avec le temps. Pour quiconque se demande à quoi ressemblerait la vie sur d'autres planètes, Mars est une bonne leçon. Même nos corps, qui ont évolué avec le temps pour s'adapter aux conditions de la Terre, auront besoin d'une aide spéciale pour rester en bonne santé dans des endroits où la gravité n'est pas assez forte. Donc, cette idée romantique de se promener librement sur Mars cache une vérité médicale compliquée. Elle nécessitera des solutions d'ingénierie et de sciences du corps bien au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui. Jupiter, sans aucun doute, est l'un des exemples les plus fous d'un endroit mortel pour tout type d'exploration humaine. Brian Cox nous rappelle souvent que la magnétosphère de Jupiter est si énorme qu'elle s'étend sur des millions de kilomètres, piégeant le rayonnement solaire à des niveaux qui peuvent éteindre les circuits électroniques en quelques minutes. Le rayonnement autour de ce géant gazeux est environ 18 000 fois plus fort que celui de la Terre. C'est un record de la difficulté de survivre sur d'autres planètes avec une telle exposition. Pour les personnes qui étudient le fonctionnement des atmosphères, Jupiter est un cauchemar fascinant.
Ces couches supérieures sont principalement composées d'hydrogène et d'hélium, mais le vrai danger réside dans les vents, qui atteignent les 600 km/h. Martin Rees souligne que lorsque vous traversez ces couches, toute sonde ou combinaison spatiale devrait supporter des forces G extrêmes qui deviennent plus fortes à mesure que la pression atmosphérique augmente. Cela signifie que, même si quelqu'un pouvait obtenir un blindage parfait contre le rayonnement, il serait toujours écrasé par le poids des couches de gaz. Luke Barnes souligne également que la mission Galileo, en 1995, n'a duré que 58 minutes avant que la pression ne l'emporte. Pour un humain, la meilleure estimation serait de 3 minutes avant que votre corps ne cède. Cela montre simplement comment vous mourriez sur ces planètes géantes. De plus, il n'y a pas de terrain solide où atterrir. Si vous allez plus profondément, la pression atteint des millions d'atmosphères, transformant l'hydrogène en un fluide métallique. Donc, si vous pensez à ce que ce serait pour les humains d'explorer Jupiter un jour, vous devez l'accepter. Avec la technologie actuelle, cela ne se produira tout simplement pas. Pour de nombreux astrobiologistes, Europe, l'une des lunes de Jupiter, est l'un des plus grands espoirs lorsqu'il s'agit de chercher de la vie en dehors de la Terre. Brian Cox souligne souvent que cette lune glacée agit comme un réservoir naturel d'eau liquide, caché sous une couche de glace qui pourrait atteindre 15 km d'épaisseur. Avoir un océan souterrain touchant un noyau rocheux crée la configuration parfaite pour des réactions chimiques complexes, ce qui fait d'Europe un point clé pour quiconque étudie la vie potentielle sur d'autres planètes froides et lointaines. La température de surface sur Europe atteint environ moins 150 degrés Celsius, un niveau qui nécessite des combinaisons pressurisées spéciales avec une isolation importante. Martin Rees a déjà mentionné lors de discussions sur les missions vers les lunes de géantes gazeuses que, bien que la gravité d'Europe soit faible, la radiation de Jupiter est le plus grand danger immédiat. La magnétosphère de Jupiter bombarde la surface avec des niveaux mortels de radiation ionisante, dégradant très rapidement tout matériau plastique. Cela signifie que, même avec la meilleure combinaison, un explorateur humain aurait environ 15 minutes avant que les systèmes de survie ne tombent en panne. Une autre chose intéressante sont les fissures et les geysers qu'Europe lance régulièrement dans l'espace. Ces jets de vapeur d'eau exposent des molécules organiques aux radiations cosmiques, donnant aux astrobiologistes des indices sur de possibles formes de vie microbienne minuscules. Luke Barnes souligne que de futures sondes, comme la mission Europa Clipper, pourraient forer la croûte pour analyser des échantillons de l'océan. Mais, tant que la technologie de forage ne s'améliore pas, toute tentative d'exploration humaine est impossible. Quiconque se demande ce que ce serait de marcher là-bas doit se souvenir que, sans une protection super solide, ce ne serait qu'une mort de plus sur des planètes ou des lunes qui ont encore plus de questions que de réponses. Saturne, avec ses anneaux majestueux, trompe quiconque penserait que ce n'est qu'un géant gazeux tranquille. Pour les astrophysiciens, c'est un endroit idéal pour étudier les atmosphères sauvages et les vents qui atteignent des vitesses de 1300 mètres par seconde. C'est presque 5 fois plus rapide que les vents les plus forts jamais enregistrés sur Terre. Brian Cox souligne souvent que le mélange de température de 220 degrés Celsius au-dessous de zéro et la pression atmosphérique écrasante rendrait impossible de survivre sur d'autres planètes comme Saturne, où il n'y a pas de sol solide pour atterrir. La physique y est brutale. Plus on descend, plus tout est écrasé. Maintenant, Titan, la plus grande lune de Saturne, est une toute autre histoire. Martin Rees nous rappelle que, contrairement à d'autres lunes, Titan possède une atmosphère dense d'azote et de méthane, qui agit comme un bouclier naturel contre les radiations spatiales. Cette atmosphère, associée à ces lacs d'hydrocarbures liquides, nous pousse à nous demander ce que ce serait de vivre sur une autre planète ou lune,
où l'on pourrait marcher avec seulement 14% de la gravité terrestre. Le froid, à 180 degrés Celsius en dessous de zéro, nécessiterait des combinaisons thermiques spéciales. Mais ce n'est pas un obstacle. Une autre chose géniale est que, parce que l'air est si dense, une personne avec des ailes attachées dans le dos pourrait réellement planer sur Titan. Luke Barnes utilise souvent cela comme un exemple parfait de la façon dont de petits changements dans la composition de l'air et la gravité peuvent créer des endroits totalement uniques à explorer. Mais, il n'y a pas d'air pour respirer, et il y a du méthane liquide, vous auriez donc besoin d'habitats scellés et de vos propres systèmes de survie. Alors, Titan nous fait vraiment réfléchir à d'autres planètes et renforce l'idée que, de tous les endroits glacés de notre système solaire, il pourrait être le meilleur site pour une future colonie. Pour tout astronome, Uranus et Neptune représentent un défi particulier dans l'exploration planétaire. La combinaison extrême de vents supersoniques, d'atmosphères denses d'hydrogène, d'hélium et de méthane, et de pressions atmosphériques qui écraseraient toute structure mécanique en quelques minutes. Brian Cox observe qu'Uranus, par exemple, présente des vents de 560 km/h, propulsés par un noyau qui libère très peu d'énergie interne, ce qui crée une circulation atmosphérique unique et difficile à prédire. C'est pourquoi envisager de vivre sur d'autres planètes si éloignées du Soleil nécessite des solutions d'ingénierie que nous ne pouvons même pas encore prototyper. Neptune est possiblement encore plus sévère. Luke Barnes a déjà souligné que les vents sur Neptune peuvent dépasser les 1300 km/h, une vitesse qui transforme toute tentative d'atterrissage en une chute libre au milieu de tempêtes hypersoniques. Les denses nuages sont composés de méthane gelé qui absorbe la lumière rouge et réfléchit la bleue, donnant à la planète sa couleur caractéristique. Mais, derrière cette beauté visuelle, se cache un environnement où la température atteint les -220 degrés Celsius. Il n'y a aucune possibilité qu'une combinaison résiste à la combinaison de froid extrême et de pression croissante, tandis que la gravité de Neptune, environ 110% de celle de la Terre, force le corps contre des couches d'hydrogène comprimées. Si quelqu'un s'imagine ce que ce serait si nous tentions d'explorer les lunes de ces géantes, comme Miranda, Titania ou Oberon, il rencontrerait également des obstacles physiques. La gravité extrêmement faible sur certaines lunes, comme Miranda, permet à un humain de sauter des centaines de mètres avec un effort minimal, mais cette même caractéristique augmente le risque de dérive spatiale. Martin Rees souligne que le froid sur ces satellites naturels peut dépasser les -200 degrés Celsius, gelant instantanément toute surface exposée. C'est pourquoi toute tentative de base permanente nécessiterait des boucliers thermiques et des habitats souterrains, ainsi que des sources d'énergie constantes pour éviter la perte totale de chaleur. En plus des défis thermiques et atmosphériques, il y a aussi le rayonnement cosmique qui, bien que moindre que sur Jupiter, représente toujours une menace réelle pour les circuits et les tissus biologiques. Brian Cox affirme que, même avec un bouclier protecteur, le rayonnement solaire de fond et les particules chargées qui s'accumulent dans les champs magnétiques de ces planètes peuvent endommager des systèmes électroniques critiques en seulement quelques heures. Ainsi, en concevant une mission vers Uranus ou Neptune, astronomes et ingénieurs sont confrontés à la dure réalité que survivre sur d'autres planètes plus lointaines nécessite plus que de la simple technologie. Cela exige un changement complet dans la façon dont nous comprenons les habitats spatiaux et comment protéger le corps humain des extrêmes que nous n'avons pas sur Terre. Quand on parle de l'expansion humaine au-delà de la Terre, Mars apparaît presque toujours comme la première étape logique. La planète rouge offre une gravité assez facile à gérer, un sol utilisable pour l'agriculture hydroponique et des températures qui, bien qu'extrêmes, permettent tout de même de construire de bons systèmes d'isolation.
Les ingénieurs d'habitat martien prévoient d'utiliser l'impression 3D avec des composés de glace et de plastique, créant des abris capables de résister aux fortes radiations cosmiques. Pour ceux qui conçoivent la vie sur d'autres planètes, Mars devient le terrain d'essai naturel pour valider tout ce que nous savons sur les boucliers anti-radiation et la production d'oxygène. Maintenant, le scénario vénusien est, pour le moins, assez sauvage. Bien que la surface de Vénus soit trop inhospitalière pour tout établissement, il y a une couche d'atmosphère, à environ 50 km d'altitude, où la pression, la température et la gravité sont très similaires à celles de la Terre. C'est de là que viennent les idées de villes flottantes, faites de plateformes pressurisées soutenues par des gaz plus légers que la dense atmosphère de dioxyde de carbone. Cette idée vous fait réfléchir à ce que serait la vie sur une autre planète si nous apprenions à contourner les problèmes physiques, en utilisant l'environnement hostile pour notre propre soutien. Le plus grand défi reste l'usure constante causée par l'acide sulfurique, ce qui signifie que nous avons besoin de matériaux résistants et d'un entretien constant. Titan complète ce trio de lieux possibles avec des caractéristiques qui stimulent l'imagination de tout astrobiologiste. La Lune possède une atmosphère riche en azote, suffisamment dense pour qu'un humain puisse y planer s'il avait des ailes, et des lacs de méthane et d'éthane liquide qui pourraient être une source d'énergie chimique. La température de moins 180 degrés Celsius n'est pas une blague, mais une technologie d'isolation avancée permettrait de marcher sur la surface avec des combinaisons pressurisées et des systèmes de chauffage autonomes. Ainsi, pensez à ce que serait la vie en dehors de la Terre, surtout sur Titan, alimente les théories sur les futures colonies qui mêleraient technologie et adaptation biologique pour transformer un lieu toxique en un refuge fonctionnel et sûr. La concrétisation de ces idées dépend principalement de l'amélioration des matériaux et de l'automatisation avancée. Les imprimantes industrielles, les drones et les robots autonomes seraient d'une importance capitale pour préparer les structures avant l'arrivée des colons. De plus, l'idée de villes orbitales gigantesques, avec des fermes hydroponiques et des générateurs solaires, émerge comme une autre option pour ceux qui considèrent encore Mars, Vénus et Titan comme de simples essais. Si l'humanité découvre un jour comment vivre sur d'autres planètes, ces colonies ne seront pas de simples refuges. Elles seront comme des laboratoires vivants, nous enseignant la biologie spatiale, comment construire des habitats, et même comment modifier l'environnement d'une planète de manière contrôlée. Au final, toute cette discussion soulève une question inévitable. Si nous pouvons surmonter la physique folle et les produits chimiques désagréables, quelle est la prochaine étape? De grandes villes orbitales tournant autour du Soleil, des maisons mobiles voyageant entre Mars et la Terre, ou des stations flottantes au-dessus des nuages toxiques de Vénus? Tout cela est lié à la question principale pour quiconque s'intéresse aux planètes. Quelle est la véritable limite de l'impulsion humaine à vivre dans l'inconnu? Et ce qui est plus, combien d'entre nous seraient prêts à vivre là où toute erreur d'ingénierie pourrait signifier la fin, mais aussi le début d'une ère complètement nouvelle? En fin de compte, découvrir comment on pourrait passer de vie à trépas sur chaque planète, ce n'est pas juste une curiosité morbide. C'est la meilleure façon de réaliser à quel point cette petite bulle bleue que nous appelons foyer est précieuse. Chaque atmosphère hostile, chaque ouragan super rapide et chaque goutte d'acide sulfurique sur Vénus vous rappelle que, pour l'instant, il n'y a pas de plan B entièrement sûr. Mais cette réalité ne devrait pas vous glacer le sang, elle devrait vous inspirer. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour voir ce que serait la vie hors de la Terre, même en sachant que chaque pas exige une ingénierie quasi impossible? Peut-être que maintenant, sachant ce qu'il y a là-bas, vous verrez votre propre vie ici sous un autre angle. Prenons-nous bien soin de cette planète? Investissons-nous suffisamment dans la science, la physique des matériaux et la biologie spatiale pour, vous savez, peut-être un jour appeler un autre endroit chez nous?
L'avenir dépend de ceux qui posent les questions difficiles aujourd'hui et de ceux qui sont prêts à écouter les réponses. Alors je veux savoir de vous, quelle planète vous intrigue le plus? Quel scénario extrême de survie ou de mort vous a le plus fait réfléchir? Commentez ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Ainsi, vous continuerez à apprendre de ceux qui sont fascinés par tous les petits détails de cet univers qui va nous défier bien plus que nous ne pouvons l'imaginer.